Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Lunch, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral, et je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour vous parler de cette fameuse affaire des Panama Papers. Ça faisait un petit moment que c'était dans la presse et on voulait attendre un peu, de voir un peu comment les choses allaient se dérouler avant d'en parler plus en profondeur. Et c'est vrai que du coup c'était on va dire très intéressant, très instructif, un peu tout ce qui s'est déroulé. Et déjà commencer par parler un peu des différentes personnes qui ont été impliquées dans cette affaire. On a pu voir le départ à grand fracas du Premier ministre islandais. Donc l'Islande reste un petit pays plein de surprises apparemment. Nous avait déjà bien surpris durant la dernière crise financière, et il continue un peu de relever la barre toujours plus haut en faisant démissionner leur ministre en à peine 48 heures. Enfin, c'était assez intéressant. Il y avait aussi dans le lot beaucoup d'oligarques de pays pas forcément très démocratiques. On a beaucoup cité la Russie, où effectivement il y avait beaucoup de noms russes. Et assez peu de noms américains, quelques noms français, un peu de tout. Mais effectivement, c'était quand même c'était intéressant de voir que mis à part quelques exceptions notables, les noms des personnes, enfin moi personnellement ce que je retire, c'est de voir que les personnes qui ont été pointées du doigt dans cette affaire, pour beaucoup c'était des oligarques de pays pas forcément très démocratiques, on va dire. Oui, je pense qu'il faut faire la distinction entre entre deux types de personnes effectivement dans cette affaire des Panama Papers. D'une part entre les dirigeants, les mêmes qui votent les lois fiscales qui vont s'appliquer aux citoyens sans les respecter eux-mêmes, et donc les dirigeants et plus largement leurs proches, donc les gens qui sont en connivence, en collusion avec les dirigeants, et les gens qui a priori, les citoyens plus honnêtes, plus neutres, qui ont utilisé donc un moyen de se soustraire à la fiscalité. Je pense que dans les deux cas, la légitimité n'est pas du tout la même. D'une part parce que il est déjà très discutable qu'un dirigeant qui vide l'argent du contribuable veuille se soustraire aux règles qu'il veut imposer aux siens. Donc c'est assez sur le plan éthique, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est assez discutable. Mais par la suite, moi je serais beaucoup plus conciliant avec les citoyens honnêtes qui se sont réappropriés des mécanismes d'optimisation ou d'évasion fiscale pour échapper à l'impôt. On pourra l'expliquer en détail peut-être tout à l'heure, mais voilà ce que j'avais à dire pour cette première partie en tout cas. Oui. C'est vrai que sur la première partie de ce que tu as dit par rapport aux dirigeants, ça fait un peu écho à l'affaire Cahuzac qu'on a eu en France, où c'était quand même, on dirait, une très belle exposition d'hypocrisie, où on a quelqu'un qui se prétend être le chevalier de la lutte contre la fraude fiscale et qui au final se retrouve à avoir des comptes en banque à droite à gauche dans divers pays dont on sait, enfin voilà, pour cacher son argent. Et c'est vrai que dans ce sens-là, enfin clairement, c'est quand même de la part des dirigeants, il y a une immense hypocrisie. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Après, on reviendra un peu sur l'aspect éthique des choses, mais c'est une question un peu plus complexe. Et un autre point qui était, il nous semblait important d'aborder, c'était par rapport à toute la question, on va dire, pour les médias. Si vous êtes un média qui reçoit ce genre d'informations, ce serait qu'on a eu pas trop revenir sur l'affaire en elle-même, parce que je pense que tout le monde est assez au courant de ce qui s'est passé, et puis si vous n'êtes pas forcément au courant, vous pouvez trouver plein d'informations bien mieux à digérer que par nous-mêmes sur un rappel factuel des faits. Mais sur par rapport aux médias qui reçoivent ce genre d'informations, qui reçoivent des gigaoctets d'informations, des quantités monstrueuses d'informations à traiter, il y a quand même une question déontologique qui est assez évidente qui est à se poser. C'est-à-dire où s'arrête quand on est un média, où s'arrête
quelle est la limite entre l'investigation et la violation de la vie privée. Et on n'a peut-être pas forcément une même approche là-dessus. C'est vrai que moi j'étais relativement agréablement surpris dans un sens où je m'attendais quand même à ce qu'il y ait beaucoup plus de comment dire, beaucoup plus d'étalage, qu'il y ait beaucoup plus de données en vrac qui soient publiées. Et au final, j'étais quand même relativement content de voir un peu le traitement de l'information qui a été fait notamment par le journal Le Monde, qui a passé vraiment des mois et des mois à filtrer, à essayer de se focaliser sur des personnages publics très médiatisés, et pas juste à aller balancer des listes de noms, du name and shame comme ça aurait pu être le cas ailleurs. Ouais, moi je serais un petit peu moins conciliant sur cet aspect-là. J'ai été assez surpris, pour ne pas dire totalement choqué, en fait, de l'attitude des médias. C'est-à-dire que, alors, autant dénoncer des gouvernements corrompus, bien sûr, c'est leur job. Donc heureusement qu'ils le font. Mais lorsqu'il s'agit de particuliers, de simples particuliers, je suis assez surpris que les médias prennent cette position. C'est-à-dire que, moi j'ai cette conception un petit peu vieille des médias qui consiste à les considérer comme un quatrième pouvoir, comme un contre-pouvoir intransigeant à l'égard de ceux qui détiennent le monopole de la violence légale. Ça a toujours été, du moins, leur rôle dans une démocratie, dans un état de droit digne de ce nom. Et lorsque j'observe qu'aujourd'hui, ces médias se font les alliés, les assistants des administrations fiscales, j'avoue que ça me laisse un petit peu un goût amer, d'autant plus qu'ils s'en félicitent, et que ça correspond pas du tout à ma vision de ce que devrait être un contre-pouvoir dans une démocratie. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, c'est limite si avec les Panama Papers, les journaux ont reçu, enfin ils n'ont pas reçu expressément bien évidemment, mais c'est limite s'ils s'étaient vus déléguer la mission d'investiguer à la place du fisc. C'est quand même assez incroyable de la part de médias qui se disent indépendants du pouvoir politique, d'autant plus que la grille de lecture adoptée par ces mêmes médias est totalement, comment dire, très politisée, à savoir, regardez, il y a des gens qui arrivent à échapper au système fiscal, il faut vite renforcer les prérogatives de l'administration fiscale, il faut renforcer le pouvoir politique, exécutif. Ça me semble très problématique et ça en dit long, je crois, sur l'indépendance, du moins intellectuelle, des médias par rapport au pouvoir politique. Moi, je pense que ces médias-là devraient être au contraire intransigeants face à ceux qui détiennent le pouvoir et non pas être leurs alliés, quoi. Je vais me faire un peu l'avocat du diable là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai peut-être une position un peu plus nuancée, mais bon, j'aime bien aussi des fois jouer l'avocat du diable. Et je pense que là-dessus, les médias sont quand même restés. Bon, alors après, c'est vrai qu'on peut parler je sais pas moi, des éditorialistes qui vont dire que il faudrait envoyer le GIGN dans la maison des fraudeurs fiscaux, ça on en aura toujours. Mais je pense justement, il y a eu quand même du fait qu'il y a eu un peu ce travail en amont de tri pour faire s'assurer que c'était pas juste de la délation pure et simple de gros listings avec nom, prénom, adresse. C'est là où je pense qu'il y a peut-être une nuance à voir. Aussi et deux points très rapides par rapport aux médias, comme tu dis, donc les médias sont censés être un contre-pouvoir. Ils sont censés être un contre-pouvoir face à l'État et face à la puissance que représente l'État, mais ils sont aussi là dans leur rôle d'investigation pour être un contre-pouvoir face aux puissants en termes économiques et aussi pointer du doigt quand eux arrivent à ne pas respecter, tout simplement à ne pas respecter la loi et aller cacher et s'échapper au fisc. Je pense qu'il y a aussi là-dessus, c'est peut-être on pourrait être d'accord pour dire que c'est une zone grise, mais j'irais pas non plus à ce point dire que c'était sans aucune déontologie. Je pense que là, même si c'était à la limite de la délation par moment, ils ont, à mon sens, réussi à ne pas franchir cette ligne. Et par rapport aux pratiques qu'on a pu voir dans nos pays anglo-saxons, le fameux name and shame, il y a eu une certaine mesure, et c'est pour ça que je suis content que ça ait été un média comme Le Monde qui a traité ça et pas, je sais pas, Libération ou je ne sais quoi, où c'est vrai qu'un journal qui aurait été beaucoup plus, comment dire, avec une idéologie beaucoup plus marquée dans son approche éditoriale. Là, c'est vrai que j'aurais peut-être été plus inquiet. Et le fait, déjà, quand j'ai vu que c'était Le Monde et aussi en partenariat avec alors j'ai peur de dire une bêtise, Élise Lucet de la journaliste de France 2 de Cache Investigation, j'avais
un peu peur quand même que ça dérive, parce que c'est vrai que des fois, elle est pas, voilà, comme un peu cash, on va dire, comme le titre de son émission indique. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une zone un peu grise, et ça relance aussi un débat qui est très important, c'est jusqu'où est-ce qu'on doit aller face à la fraude fiscale en termes d'outils légaux. C'est-à-dire que comme tu dis, quand on a dans les journaux près derrière des éditorialistes qui vont dire bah, il faut renforcer les outils légaux pour combattre la fraude fiscale, ça pose un peu quand même en arrière-plan cette question, parce que un peu comme pour à peu près toute forme de délit, il y a toujours une espèce d'équilibre à trouver entre faire respecter la loi et protéger les libertés et la vie privée des individus. Et je pense que ça relance un peu ce débat. Je suis pas certain d'être forcément content avec la tournure que peut prendre ce débat, mais ça leur met un peu au goût du jour, et je pense que c'était aussi important pour nous de revenir sur cette idée que bah on peut pas choper tout le monde, que tant qu'il y aura des impôts il y aura de la fraude, et justement où est-ce qu'on pose cette limite là-dessus. Oui, où est-ce qu'on pose cette limite? La question est intéressante. Pour ma part, je pense que le fait que les contribuables essayent de se soustraire au fisc par des moyens divers et variés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose du fait de la complexité du système fiscal français qui fait que les mécanismes sophistiqués d'évasion fiscale sont réservés à une petite minorité qui en a les moyens. Enfin, il faut rappeler que la fraude fiscale, c'est aussi des choses très banales, hein, du style l'étudiant qui va donner un cours particulier pour arrondir ses fins de mois sans nécessairement déclarer son activité à des administrations aux noms exotiques comme les URSSAF. Il y a plein de moyens pour effectivement essayer de payer le moins d'impôts possible. Et moi, je pense que c'est un mécanisme assez sain finalement, parce que d'une part, sur le plan paradoxalement, il s'inscrit dans une logique démocratique, je pense, parce qu'on oublie souvent que les démocraties modernes en Europe, elles sont nées au début, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, comme la nécessité d'opposer à l'arbitraire des monarques une forme de contre-pouvoir. C'est le fameux consentement à l'impôt, c'est la première compétence acquise dans l'histoire des parlements, dans l'histoire des démocraties modernes. Et aujourd'hui, je pense que les parlements ont perdu ce rôle de contre-pouvoir, ou du moins ils sont devenus de simples cautions à l'action de l'administration sans être un contre-pouvoir, surtout en France, hein, ça se voit. Et donc je pense qu'il est très sain que les citoyens se réapproprient la notion de consentement à l'impôt. C'est notamment un moyen de réguler aussi l'action politique, et c'est un signal qui est envoyé à l'action politique, à savoir que on considère soit les impôts mal utilisés, soit trop compliqués, soit totalement injustes, soit trop élevés tout simplement, et que c'est un moyen de contestation tout à fait légitime sur le plan démocratique. Alors que les médias enquêtent pour effectivement dénoncer les corrompus, évidemment on est tous d'accord, qu'ils enquêtent pour faire respecter la loi, là encore on est d'accord, mais autant faut-il que les lois en question soient justes, et que les comportements visés ne soient pas hostiles, à la paix, ou soit totalement agressifs. Mais le fait d'aller dire regardez, tel ou tel individu, telle personne privée ne paie pas correctement ses impôts, ça me semble assez discutable sur le plan même de l'idée démocratique, du moins à l'origine, telle qu'elle est apparue en Europe. Alors c'est peut-être là où on va avoir un désaccord plus marqué. J'ai tendance à avoir une approche assez bête et méchante quand il s'agit des impôts, ou pour moi enfin un peu légaliste, où pour moi la justification morale pour ne pas pour frauder le fisc, moi j'ai un peu de mal avec ça. Dans la mesure où ça devient une excuse beaucoup trop facile pour des gens qui sont absolument pas à plaindre de juste profiter gentiment du système à leur avantage. On le voit d'ailleurs dans les différentes tu l'as déjà plus
plus ou moins reconnu entre guillemets, où aujourd'hui la fraude est pratiquée, enfin quand on parle pas juste de ne pas déclarer quelques heures, mais la fraude est à échelle importante et pratiquée concrètement par une minorité d'oligarques. On a parlé des oligarques russes ou je ne sais quoi. J'ai un peu de mal à leur donner. J'ai un peu de mal avec l'idée qu'on pourrait leur donner comme ça une espèce d'excuse ou de justification morale pour au final juste ne pas respecter la loi, surtout quand après ça va être alors c'est peut-être anecdotique ce que je dis, mais après ça va être le même genre de personnes qui vont dire ah mais regardez je ne sais pas moi ces banlieusards qui cassent tout et qui respectent pas la loi, il faut faire descendre le GIGN et les envoyer à perpétuité en tôle parce qu'ils ont cassé une vitre. Bon c'est un peu le même genre de personnes derrière qui vont sortir, qui vont avoir ce genre de discours, donc j'ai peut-être que je généralise, mais j'ai quand même un peu du mal à donner à ce genre de personnes une espèce d'excuse morale. Je suis tout à fait d'accord pour reconnaître qu'on a un vrai problème avec la fiscalité en France. Il n'y a aucun doute que la fiscalité est trop élevée, qu'elle est trop complexe, qu'elle favorise les puissants et il y a quand même, il y a à réformer la fiscalité. Juste pour préciser, enfin moi même si je vis en Irlande, je paye mes impôts à l'euro près et je peux vous dire que pas qu'un peu, hein, quand je reçois un bonus, je peux vous dire que le fisc irlandais se frotte les mains, donc c'est pas j'ai vraiment du mal avec cette idée de donner excuse aussi facile. C'est-à-dire que il y a des moyens, si on n'est pas d'accord avec les taux d'imposition, eh ben, il suffit de faire la grève randienne. La grève randienne, c'est-à-dire, enfin, qui était un peu le thème du fameux ouvrage d'Ayn Rand, où c'est les entrepreneurs qui arrêtent d'investir, qui tout simplement vont garder leur argent et s'asseoir dessus, et puis si c'est pas profitable de ne pas le faire, et puis de ne pas investir ou de je ne sais quoi, et puis l'argent il va juste dormir, et de toute façon ça n'arrangera personne, mais au moins c'est pas quelque chose qui est en opposition avec la loi, et je pense que là, même s'il y a une bonne justification morale pour tout ce qui est désobéissance civile, quand on a des lois qui sont en contradiction complète avec les plus fondamentaux des droits de l'homme, j'ai un peu de mal. Enfin, je trouve que c'est un peu facile et que même si je comprends l'argument théorique que tu avances, sur le papier, je suis pas forcément contre. Après, en termes pratiques, comment est-ce que c'est interprété et utilisé, c'est là où moi j'ai quand même beaucoup plus un problème. Bah, le fait que aujourd'hui les principaux le problème que tu évoques effectivement, c'est l'inégalité face à l'impôt et l'inégalité face à la capacité des individus de se soustraire effectivement aux mécanismes fiscaux. Mais ensuite, enfin moi je pars du principe que dans un monde normal, les administrations, les services publics, dans l'idéal, devraient être financés sur la base de contributions volontaires. Et à partir du moment où effectivement il y a aujourd'hui des prérogatives de puissance publique qui sont exercées contre des citoyens, donc c'est-à-dire l'utilisation de la coercition, de la violence contre la propriété des gens, l'évasion fiscale, la fraude fiscale est un moyen de rétablir une forme d'égalité, si tu veux, entre le citoyen et le fisc. Et c'est un moyen qui permet de limiter l'accroissement de la sphère publique sur l'économie, et c'est aussi un moyen qui, je pense, sur le plan économique, a aussi des vertus, c'est-à-dire que on évite de donner son argent pour soutenir un secteur qui n'est pas productif, l'administration typiquement, pour ensuite être dans la capacité éventuellement de regagner du pouvoir d'achat, de consommer pour soutenir des secteurs productifs. Alors le fait est qu'aujourd'hui, effectivement, le problème qui se pose, c'est que le système est tellement compliqué que seule une minorité en profite, et parfois c'est une minorité qui est très proche du pouvoir, et donc ça pose aussi des questions de collusion et de capitalisme de connivence. Sur ce point-là, on est d'accord. Mais c'est pas la fraude en soi qu'il faut condamner, je pense, c'est plus aujourd'hui le fait qu'elle n'est pas accessible au plus grand nombre. Du fait que la fiscalité aujourd'hui est un moyen, les impôts aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de contre-pouvoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, le consentement à l'impôt n'existe plus, en admettant qu'il ait déjà existé dans le passé, ce qui est très discutable. Mais il est, je crois, nécessaire pour les citoyens de se le réapproprier pour jouer ce rôle de contre-pouvoir que les parlements n'ont plus depuis l'avènement des démocraties modernes.
En fait, pour ceux qui ne le savent pas, avec Fergan, on prévoit une grande grève de l'impôt sur le revenu pour démocratiser, voilà, pour démocratiser la fraude fiscale, et on va faire Occupy Bercy. Là, je ne paye pas l'impôt sur le revenu, enfin je paie la TVA et compagnie, mais je suis pas imposable, je gagne que 500 euros par mois avec mon boulot. Oui, donc et pour info, pour ceux qui s'imaginent que l'Irlande est un paradis fiscal, je vous présente ma feuille d'impôt quand vous voulez. C'est pas un paradis fiscal pour tout le monde, hein. En tout cas, apparemment pas pour moi. On a oublié de me passer le mémo, il semble. Donc voilà, c'était. Ceci dit, il y a quand même quelque chose de préoccupant avec cette affaire de Panama Papers, c'est que en fait, on va, je crois, vers une cartélisation accrue des administrations fiscales dans le monde. Là où un monde sain, je crois, devrait reposer sur une concurrence fiscale entre États. Je crois que c'est parfaitement nécessaire et parfaitement sain pour réguler là encore les incitations politiques et donc limiter l'accroissement de la sphère publique dans la vie privée des citoyens. Et aujourd'hui, les Panama Papers vont dans le sens opposé, c'est-à-dire que la grille de lecture que l'on a, c'est un petit peu contradictoire quelque part. Enfin, c'est pas contradictoire, je sais pas, mais ça me fait penser un petit peu à cette histoire d'Uber Pop et de taxi. On dénonce le fait qu'on a des boulets aux pieds, on dénonce que le concurrent ou le voisin n'a pas les mêmes boulets que nous, donc on veut une égalisation des contraintes par le haut au lieu de demander une égalisation des contraintes par le bas. C'est assez dommage. Je pense que les Panama Papers étaient une opportunité pour les contribuables et les moins aisés de demander une simplification du système fiscal afin de réaliser, pourquoi pas, une plus grande égalité juridique et sociale face aux prélèvements obligatoires. Et je constate que aujourd'hui, la grille de lecture qu'on nous impose va dans le sens d'un accroissement des prérogatives des administrations et d'une complexification accrue de la fiscalité, quand il aurait fallu au contraire réfléchir sur les causes d'une telle évasion massive et de remettre en question peut-être le fonctionnement du système fiscal français ou européen de manière générale. Pour rebondir un peu sur ce point-là, il y a effectivement quelque chose qui m'attriste à chaque fois qu'on aborde la question de la fraude fiscale, c'est que on confond donc la fraude en elle-même, qui est de tout simplement ne pas respecter la loi, c'est-à-dire ne pas déclarer une source de revenus additionnelle, enfin ça peut prendre mille et une formes, mais c'est concrètement échapper à l'impôt de façon illégale, en ne respectant pas les règles en place. Et on confond dans le débat, surtout je pense par des personnes qui ont un agenda politique très particulier là-dessus, on met ça dans le même panier avec les questions d'optimisation fiscale. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention là-dessus, parce que quand on parle par exemple des différents taux d'imposition dans différents pays, ça n'a rien d'illégal. Et ça, c'est de l'optimisation fiscale, c'est absolument légal. Et comme tu l'as dit, c'est un outil qui permet d'instaurer un peu une espèce de concurrence saine entre les États et s'assurer qu'un État va pas en mode fou furieux à tripler ses impôts comme ça. Et je pense qu'il faut faire très attention, c'est-à-dire que bon, même si avec Fergan on a un peu Fergan et moi avons quand même un peu un point de vue différent, il y a quand même la question de la fraude qui d'un côté est sur laquelle on peut discuter, mais il faut bien faire attention à la séparer de la question de l'optimisation fiscale. Et quand on parle d'optimisation, quand on parle d'une entreprise qui va installer une filière en Irlande parce que l'impôt sur les sociétés il est moins élevé, c'est absolument légal. Il y a absolument aucun problème là-dessus, et il ne devrait pas y en avoir. Et certaines personnes, il y a un peu une instrumentalisation de ces affaires de fraude où on va dire mais regardez un peu ce qui se passe, on va pointer du doigt. Moi je me souviens, alors un peu pour diverger, mais pour vous donner un peu une anecdote, quelque chose qui s'était passé en Irlande où il y avait eu des affaires où le gouvernement avait négocié en secret des taux beaucoup plus favorables avec certaines entreprises américaines, ce qui était en violation, là pour le coup, ce qui était en violation avec les traités européens. Et c'était ce genre d'exemple était instrumentalisé après médiatiquement par certains groupes politiques pour dire mais regardez l'Irlande avec ses taux réduits, etc., etc. Et alors que non, justement, il y avait cette
cette distinction bien à faire, que d'un côté, il y avait le gouvernement qui avait accordé de façon illégale, en rupture de l'égalité de droit, en rupture avec les traités européens, avait accordé des deals particuliers à des entreprises particulières, mais que d'un autre côté, le fait qu'ils aient un taux plus bas sur l'impôt sur les sociétés, c'était parfaitement légal, c'était parfaitement en respect avec les traités européens, et qu'il y avait il y avait juste aucun problème entre guillemets là-dessus à noter. Et je pense que c'est vraiment une distinction qui est cruciale, qui est très importante à faire là-dessus. Oui, effectivement, je fais bien de le rappeler sur le plan juridique, c'est important de le rappeler, effectivement, différence entre le fait de profiter des nombreuses failles qu'offre la loi et respecter la loi elle-même. Alors ces distinctions, bien évidemment, elles intéressent ceux qui sont légalistes, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le mentionner juridiquement. Après, j'apporterai une nuance sur l'optimisation fiscale. Je pense que si cette optimisation fiscale, elle est saine quelque part, parce que non seulement, encore une fois, comme je l'ai dit, elle régule les incitations politiques, mais aussi elle profite aux individus. Parce qu'il faut bien savoir qu'une société qui paie moins d'impôts, c'est aussi de plus hauts salaires, c'est aussi des prix plus bas pour les consommateurs, puisque l'incidence fiscale de l'impôt des sociétés, on le sait, il se répercute sur les actionnaires, sur les salaires et sur les consommateurs. Mais d'un autre côté, cette optimisation, elle est aussi le signe, je crois, d'une fiscalité trop compliquée qui ne peut profiter qu'à ceux qui ont les moyens de se payer des avocats fiscalistes pour jouer avec les subtilités de la loi. Et quelque part, une économie comme la France, qui a effectivement un fort taux d'imposition, mais qui est bourré de niches fiscales, parce que la France est championne en matière de niches fiscales, c'est aussi le signe que la fiscalité finalement est beaucoup trop compliquée, beaucoup trop inégalitaire, et c'est pas forcément le signe d'un système fiscal sain. Je veux dire, imaginons demain on a une flat tax de je sais pas, de 15% à l'épif au hasard. Je pense que on aurait beaucoup moins d'optimisation fiscale, on aurait beaucoup moins de fraude fiscale, et quelque part, ce serait le signe d'un système fiscal beaucoup plus sain. Donc, alors oui, l'optimisation fiscale est utile, mais elle révèle aussi, je crois, les carences de notre système d'imposition. Et pour conclure sur ce point-là, c'est même à mon sens encore pire en un sens, c'est-à-dire que l'usage aujourd'hui des diverses exceptions et niches fiscales, etc., c'est quelque chose après, quand vous avez par exemple Google, à ma connaissance, Google n'a été condamné par aucun tribunal pour avoir enfreint la moindre loi en termes d'usage des outils fiscaux existants. Et Google se retrouve dans une situation où il paye extrêmement peu d'impôts et tout le monde s'en émeut. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, ces règles, elles sont pas tombées du ciel. Et ça, c'est quand même, là-dessus, il y a quand même une énorme hypocrisie de la part des hommes politiques où ils mettent en place des niches fiscales. Et après, ils viennent se plaindre que les entreprises utilisent les niches fiscales qu'ils ont mis en place. Et moi, c'est quand même une espèce d'hypocrisie que je ne peux pas supporter en un sens, c'est que vous pouvez pas créer des outils et après vous plaindre que les gens utilisent vos outils. Quand vous dites on veut inciter la R&D et donc on va mettre une niche fiscale, une réduction fiscale sur la recherche et le développement, bah après il faut pas vous plaindre que tout d'un coup il va y avoir un effet d'aubaine et que toutes les entreprises vont essayer de s'investir là-dedans. C'est le but. C'est le but. De la même façon, quand vous mettez en place, je sais pas moi, vous êtes un gouvernement écolo et que vous mettez en place des crédits d'impôt sur tout ce qui est panneaux solaires ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour que les gens en fassent plus, c'est pour que les gens s'engouffrent dans ce système. Et là-dessus, il y a quand même une énorme hypocrisie qui, moi, m'horripile à chaque fois que je la vois, c'est qu'on est tous, tout le monde est en train de s'égosiller pour dire, regardez, c'est affreux, Google ne paye pas d'impôts, mais personne n'a le courage de pointer du doigt que peut-être que si on réduisait les niches fiscales, parce qu'encore une fois, à ma connaissance, Google est parfaitement dans la loi, peut-être que si on avait un système plus simple, avec moins d'exceptions, bah oui, effectivement, Google pourrait pas s'en sortir aussi facilement et Google serait obligé de sortir le carnet de chèques avec un montant peut-être un peu plus gros. Mais comme on continue de défendre le statu quo, parce que, comme dit l'expression, derrière chaque niche il y a un chien qui dort, malheureusement, on ne va pas... On ne pourra pas régler les problèmes de l'optimisation fiscale. Et je suis d'accord, il y a des soucis, il y a de vrais soucis avec l'optimisation fiscale quand c'est le résultat, quand ça s'engouffre dans cette espèce de complexité kafkaïenne comme ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et là, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un problème. Mais on ne va pas s'en sortir en créant plus de règles. C'est justement en retirant ces exceptions qu'on pourra s'en sortir. Oui, après, moi personnellement, j'ai rien contre Google et non, mais moi non plus. Non, mais j'insiste, Google, c'est pour ça que je veux bien préciser que Google ne fait rien de mal, c'est parfaitement légal.
Oui. Non, mais je pense plus largement qu'on se rend pas compte, c'est quand on parle toujours d'impôts sur les sociétés, on se rend pas compte que finalement l'optimisation fiscale, même si encore une fois elle est le signe d'une économie qui n'est pas normale, elle profite également à l'économie domestique. Et ça, les politiciens ne le disent pas. Donc je pense qu'il est important de le préciser. Si les entreprises, les grandes entreprises payaient leurs impôts, je veux dire au taux normal entre guillemets, il y aurait peut-être des salaires plus bas, des prix beaucoup plus élevés pour les consommateurs, donc moins de pouvoir d'achat pour tout le monde et tout ça pour nourrir des dépenses publiques qui ne sont pas forcément les plus productives. Mais le meilleur exemple qu'on puisse trouver pour ça, c'est le crédit impôt recherche, encore une fois. Parce qu'il y a tout plein d'entreprises américaines qui viennent d'installer des centres de recherche en France, parce que sur la recherche et développement, il y a un cadre fiscal qui est très avantageux. Je veux dire, les États-Unis seraient tout à fait en droit, les éditorialistes américains seraient tout à fait en droit de dire « Oh, regardez, c'est injuste, comment est-ce que les entreprises américaines vont profiter de l'optimisation fiscale en France et ne pas payer leurs impôts sur le sol américain et ne pas créer des emplois sur le sol américain, on perd de l'argent. » On pourrait avoir exactement ce genre de rhétorique et pointer du doigt la France, que la France est bien contente qu'il y ait aussi cette optimisation fiscale qui se passe sur son propre sol. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Ouais. Paraît-il que la France, effectivement, est un paradis fiscal sur le plan de la recherche, mais on espère qu'elle le deviendra sur tous les aspects de la vie sociale. Sur quelques points, c'est assez contradictoire, parce que je pense que c'est à un moment donné, c'est qu'aussi les politiques se rendent compte que si on taxe tout à 100%, bah ça marche pas trop. Et donc il y a quelques on va dire quelques secteurs, quelques poches de l'économie où la France a quand même su bien réduire sa fiscalité. C'était le 24e épisode de Free Lunch, votre podcast libéral favori. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous poser vos questions. Vous pouvez aussi vous abonner sur SoundCloud et maintenant sur iTunes. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. On remercie Fergan pour sa participation et on vous dit à la prochaine. Salut.